Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je continue sur la thématique du cycle frigorifique et donc je vous propose ici de tracer un cycle réel sur le diagramme enthalpique. Alors je suis très content puisqu'on a bien avancé dans le parcours de formation. Je vous ai expliqué le fonctionnement, le rôle de chacun des équipements du circuit frigorifique. Donc on a étudié le compresseur, le condenseur, tous les accessoires de la ligne liquide, le détendeur. On a étudié également l'évaporateur et pour pouvoir tracer le cycle frigorifique et pouvoir déterminer toutes les caractéristiques thermodynamiques de notre installation, j'ai placé un certain nombre de points pour pouvoir donc tracer sur le diagramme enthalpique. Pour rappel ici, donc on a le point 1 qui est l'aspiration du compresseur, donc on a des vapeurs BP qui rentrent dans le compresseur, ces vapeurs sont comprimées puis refoulées à la pression HP au point 2. Au point 3, on arrive à l'entrée du condenseur, ces vapeurs donc vont cheminer à l'intérieur du condenseur pour se refroidir, on récupère donc pardon, du fluide frigorigène à l'état liquide au point 4. On a ensuite, entre le point 4 et le point 5, toute la ligne liquide avec les différents accessoires. À l'entrée du détendeur, donc au point 5, on se retrouve avec du fluide frigorigène à la pression HP à l'état liquide. Ce fluide est détendu et se retrouve au point 6, donc en basse pression. Donc la chute de pression s'accompagne d'une chute de la température et donc le fluide frigorigène dans l'évaporateur va capter toute la chaleur de la chambre froide. On se retrouve à la sortie de l'évaporateur au point 7 avec du fluide frigorigène à l'état vapeur qui est aspiré de nouveau par notre compresseur pour un nouveau cycle. Dans les vidéos précédentes, on a déjà tracé un cycle théorique, on a limité nos hypothèses au refroidissement et à la surchauffe. Or, on a d'autres phénomènes qui interviennent sur les différents tronçons de notre circuit. Par exemple, sur la ligne de refoulement entre 2 et 3, on va avoir un phénomène de désurchauffe, c'est-à-dire que le fluide frigorigène à état vapeur va se refroidir puisqu'il est en contact avec l'air extérieur. Et on aura également une perte de pression puisque le fluide frigorigène qui circule dans les tuyauteries, qui traverse donc des obstacles comme des coudes d'été ou bien des équipements, va perdre de la pression. Donc on aura une perte de charge qui va se créer entre 2 et 3. Et ce que je vous propose, c'est de travailler sur chacun des tronçons et de vous expliquer avant de tracer le cycle réel ce qui se passe exactement un peu partout dans notre circuit. Alors donc j'ai répertorié les différents tronçons de notre circuit et je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe entre chaque point. Donc entre le point 1 et le point 2, donc là on est sur la compression. C'est une compression réelle, on l'appelle aussi compression polytropique. On avait mis en place dans les vidéos précédentes le rendement isentropique. Et donc nos logiciels de tracé de cycle mettaient de façon, on va dire, standard un rendement isentropique de 0,7. Ce rendement correspond à une perte puisque la puissance mécanique de l'ensemble vilebrequin, bielle, piston n'est pas complètement transmise au fluide frigorigène à l'intérieur du cylindre, car une partie de la chaleur est échangée avec l'extérieur via le cylindre. Et donc ensuite on passe au deuxième tronçon, entre le point 2 et le point 3, on est sur la ligne de refoulement. Il va se passer deux choses intéressantes à noter. La première chose, c'est que les vapeurs HP qui sortent du compresseur vont échanger de la chaleur donc au milieu extérieur via donc la tuyauterie. Et donc on va avoir un refroidissement des vapeurs qu'on appelle désurchauffe qui est comprise entre 5 et 10 degrés. On a également un phénomène de perte de charge, je l'ai expliqué juste avant. Donc le fluide frigorigène va frotter contre les parois des tuyauteries, mais également va être un petit peu perturbé par tous les obstacles comme les coups de l'été, mais également tous les équipements. Et donc on va se retrouver avec une petite perte de pression sur la ligne de refoulement. Cette perte de charge est au maximum égale à 2 degrés Kelvin. Et nous on va essayer de la transformer en pression. Et pour cela il faut donc utiliser une réglette. Donc du coup là je vais sur ma réglette RevTool, tout accepter. Donc RevTool vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone ou directement
en ligne avec donc l'adresse suivante, revtools.danfoss.com. Donc du coup là je vais mettre en pression effective, je vais choisir mon fluide, on est sur du R134, il est là, et donc je vais voir à combien de bars correspondent 2 degrés de perte de charge. Donc du coup je vais mettre à 0, là je suis à 1,91 bars, si je mets 2 degrés, 2,13, donc si je fais 2,13 moins 1,91, on est aux alentours de 0,2 bar de pression, de perte de pression. Allez, je reviens sur mon slide, et donc du coup la perte de charge de 2K correspond pour du R134 à 0,2 bar, donc de perte de pression maximale admissible, et ça c'est ce qu'on retrouve dans les ouvrages au niveau de ma ligne de refoulement. Et si vous voulez donc diminuer la perte de charge, il suffit de diminuer soit la vitesse du fluide frigorigène ou soit d'augmenter le diamètre. Et donc de façon un peu plus réaliste, on va retrouver ici un groupe de condensation de la marque Tecumseh. Donc on a le compresseur, le condenseur et la bouteille ici. Les vapeurs BP sont aspirées via la vanne de service BP ici et sont refoulées via la vanne de service HP. Donc on a la tuyauterie ici de refoulement en cuivre qui va être raccordée directement à l'entrée du condenseur. Si le raccordement électrique a été fait correctement, donc normalement le ventilateur donc va aspirer l'air de la pièce et va donc refroidir le fluide frigorigène. Cet air sort côté compresseur et permet donc de refroidir la cloche du compresseur, mais également donc le tube de refoulement. Allez, je passe au tronçon suivant, et là donc on est entre le point 3 et le point 4. Et on est au niveau du condenseur. Donc le condenseur, c'est un échangeur de chaleur. Le fluide frigorigène donc entre en partie supérieure à l'état vapeur, donc il suit un cheminement, donc un serpentin, et l'air qui traverse va récupérer la chaleur du fluide frigorigène, et donc le fluide va se condenser au fur et à mesure de son avancée dans le condenseur. Et normalement, si toute la condensation s'est faite correctement, on va retrouver du fluide sous-refroidi avec un sous-refroidissement de 4 à 7 degrés. On a également un deuxième phénomène, c'est le phénomène de perte de charge. On a du fluide donc qui circule dans de la tuyauterie, on a des frottements liés donc à la tuyauterie, mais également aux obstacles. On voit ici qu'on a des chicanes, donc du coup on va avoir une perte de pression tout au long de l'avancée du fluide à l'intérieur de notre condenseur. Et pour pouvoir déterminer cette perte de charge, il suffit d'aller jeter un petit coup d'œil à la doc constructeur du fabricant de votre condenseur. Au niveau de la ligne liquide, donc là on est sur le tronçon 4-5. Donc du coup on va se retrouver avec déjà dans un premier temps de la tuyauterie. Donc on a du liquide HP qui circule dans ce tuyau, et ce tuyau n'est pas isolé, donc il échange de la chaleur avec le milieu extérieur, et donc on aura également un sous-refroidissement dans la ligne liquide, et ce sous-refroidissement est variable puisqu'il va dépendre de la longueur de votre tuyauterie. Donc si votre groupe est directement installé en partie supérieure de votre chambre froide, donc la longueur est assez faible, donc le sous-refroidissement de la ligne liquide est très faible, on va dire 1 ou 2 degrés. Par contre, si votre groupe de condensation est à plus de 10 mètres ou de 20 mètres de votre chambre froide, donc vous allez avoir une longue ligne liquide, et donc du coup il va falloir prendre en compte ce sous-refroidissement supplémentaire. On a également une perte de charge, et donc là, dans la mesure où on est sur du fluide frigorigène à l'état liquide, la perte de charge admissible ne doit pas dépasser 1 degré, ou plutôt 0,5 bar, c'est ce qu'on retrouve dans les ouvrages. Donc du coup on voit qu'on a des pertes de pression liées à la tuyauterie, donc au tube, mais également au niveau des différents accessoires, puisque sur la ligne liquide on va retrouver la bouteille, le filtre, le voyant, le corps de la vanne de l'électrovanne, et peut-être même une vanne manuelle par exemple. Donc de façon un peu plus réaliste, on retrouve ici un groupe de la marque Bitzer. Donc on imagine que la sortie du condenseur se fait en bas à gauche ici. Donc le fluide à l'état liquide HP remplit la bouteille réservoir de liquide. Le liquide est ensuite envoyé sur notre ligne avec donc dans un premier temps le filtre, le voyant, l'électrovanne, et donc on a le liquide qui est prêt à être envoyé vers notre détendeur. Allez, on continue sur le détendeur, donc là on est entre 5 et 6.
Donc le détendeur, donc c'est un appareil qu'on a déjà étudié au niveau du parcours de formation. Donc on a du fluide frigorigène HP qui arrive ici. Et donc ce fluide en traversant donc l'orifice de détente va voir sa pression chuter. Cette chute de pression s'accompagne d'une chute de la température, donc là c'est assez visible. Alors attention, sur les évaporateurs de grande puissance, on a il faudra déjà installer un détendeur thermostatique à égalisation externe. Donc là on le voit bien avec la prise de pression à la sortie de l'évaporateur. Mais il faudra penser aussi à installer un distributeur de liquide qui va permettre donc justement d'envoyer du liquide BP de façon homogène dans tous les évaporateurs. Alors l'inconvénient de ce distributeur de liquide, c'est qu'il crée une perte de charge qui est très importante, et généralement pour les distributeurs on prend une perte de charge de 1 bar. On passe ensuite à l'évaporateur. Donc l'évaporateur se trouve entre le point 6 et le point 7. Et donc l'évaporateur, c'est un échangeur de chaleur comme le condenseur. Le liquide BP arrive par le bas et donc au fur et à mesure de son avancée dans l'évaporateur, il capte la chaleur de notre chambre froide et ce liquide se transforme progressivement en vapeur et donc on se retrouve normalement à la sortie de l'évaporateur avec une surchauffe comprise entre 5 et 8 degrés. On a également des pertes de charge puisque l'évaporateur c'est un échangeur, donc on va retrouver un serpentin, de la tuyauterie qui mesure plusieurs mètres et donc on va avoir une petite perte de charge liée donc au frottement et aussi aux singularités. Donc on a des crosses à chaque extrémité qui permettent de créer donc la continuité du serpentin tout au long de la carcasse. Donc voilà. Et donc pour trouver cette paire de charge, vous devez consulter le catalogue du fabricant. Donc là c'est un Günther, donc c'est une marque assez connue, vous pouvez la trouver assez facilement. Enfin, on en est au dernier tronçon, donc entre 7 et 1, donc on est sur la ligne d'aspiration, donc entre 7 et 1. Et donc sur la ligne d'aspiration, donc on va avoir également deux phénomènes. On va avoir une surchauffe des vapeurs puisque la tuyauterie, même si elle est isolée, donc elle échange un petit peu de chaleur avec le milieu extérieur. Donc les vapeurs sont fraîches, le milieu est extérieur est plus chaud. Donc les vapeurs à l'intérieur de notre tuyauterie vont capter la chaleur du milieu extérieur, ce qui va engendrer donc une surchauffe comprise entre 5 et 15 degrés. Et ça dépend donc de la qualité de l'isolant, mais également de la longueur de tuyauterie entre 7 et 1. On aura également une paire de charge puisque dans la même logique on a un fluide qui circule à l'intérieur d'une tuyauterie et donc cela se traduit par une perte de pression sur donc toute cette ligne d'aspiration. Alors de façon un peu plus réaliste, on a ici un groupe de condensation de la marque Bitzer. Donc là visiblement le groupe est installé au-dessus de la chambre froide. Là on voit ici la ligne liquide qui va aller alimenter notre détendeur ici en bas à droite. Et on a nos vapeurs BP qui reviennent ici donc dans la bouteille anti-coup de liquide. Et donc les vapeurs sont ensuite aspirées via la vanne de service qui se trouve ici. Donc bravo à vous si vous avez tenu jusque là. Donc là, on va faire un petit exercice d'application pour bien fixer les choses et donc on va tracer le cycle réel avec l'outil Coolpack. Et donc on va rester sur les hypothèses du projet sur lequel on a déjà travaillé précédemment et donc je vais rajouter aussi donc les hypothèses pour pouvoir tracer le cycle réel. Donc du coup sur la puissance frigorifique on est sur du 10 kW, la température de condensation 40 degrés, l'évaporation à 0, sous refroidissement condenseur 5 degrés, sous refroidissement de la ligne liquide 5 degrés, surchauffe de l'évaporateur 5 degrés, surchauffe de la ligne d'aspiration 5 degrés. Donc là voilà, j'essaie quand même de simplifier un maximum pour pouvoir retenir facilement et compléter le logiciel le plus facilement possible. Donc du coup au niveau des paires de charge, donc moi je me suis placé dans un cas où on est sur des paires de charge maximales et donc sur la paire de charge de refoulement on est sur du 0,2 bar, donc ça c'est du 2K maximum et 0,2 bar c'est la pression traduite pour du R134A. Au niveau de la perte de pression, au niveau de l'aspiration, donc on se retrouve sur du 0,2 bar aussi, on est sur de la vapeur, donc c'est 2K maximum. Et au niveau de la perte de charge liquide, c'est soit 1K ou soit 0,5 bar, donc ça c'est vous qui choisissez, il n'y a aucun souci, c'est ce qu'on retrouve dans les ouvrages. Au niveau de la perte de charge condenseur et évaporateur, donc là je suis parti sur 1 bar, histoire de voir un peu plus visible, donc essayer de voir
les évolutions au niveau du cycle hein, pour que ce soit un peu parlant. J'ai calculé pour vous le rendement volumétrique. Coolpack nous le demande, 0,86. Et donc je vous laisse ouvrir le logiciel, je vous laisse rentrer ces paramètres et je vous dis à tout de suite pour le tracé du cycle réel. Allez, on est parti sur Coolpack. Donc du coup, j'ai déjà présenté l'outil. Hein, donc là, on va directement sur le flocon ici en haut à gauche. Et donc là, je suis sur un diagramme de type pH. Et là, donc, je choisis mon fluide. Donc là, on est sur du R134A. Je vais paramétrer rapidement, mais bon, il y a pas grand chose à faire. Donc ici, la pression, je la laisse en barre. Peut-être température, je ne veux pas aller jusqu'à 150, je vais aller jusqu'à 100 pour que le diagramme soit un peu plus lisible. Et puis tout le reste, hein, je le laisse. Ok. Donc du coup, il m'a tracé le diagramme R134, c'est parfait. Je vais faire un peu le ménage parce que j'ai pas besoin des isocores les isocores et les isentropes dans la cloche ici pour gagner un petit peu en lisibilité. Donc du coup, je vais dans format Two Phase Area et donc là je vais dans isentrope et je retire ici les lignes. D'accord. Voilà. Donc là j'ai retiré les isentropes et je vais retirer aussi les isocores. Do Two Phase isocore. Et là, je retire les isocores en cliquant ici, c'est assez simple, vous voyez. Et je fais OK. Donc là, voilà, on y va beaucoup plus clair. Donc du coup, là, je vais tracer, vous voyez, le cycle. Sans spoiler la fin, vous voyez, le cycle, il a une certaine forme. Hein, mais bon, je spoile pas, on continue. Donc le cycle, il est là. Et donc là, je vais l'appeler celui-ci théorique. D'accord ? Et donc celui-là, je vais le compléter. Donc le théorique, vous vous rappelez, on va prendre celui du projet qu'on a fait juste avant avec les vidéos de présentation des logiciels. Donc température d'évaporation, 0. Superheat, je laisse, donc ça c'est la surchauffe, 5. Je laisse 0 en perte de charge évaporateur, perte de charge ligne d'aspiration et refoulement 0. Pour l'instant je laisse. Je vais tracer un premier cycle pour voir ce que ça donne. Condensation, 40. Subcooling, 5. Perte de charge du condenseur et de la ligne liquide, je laisse à 0. Ok. Donc ça sera mon cycle théorique. Donc je fais draw. Voilà. Et donc là, vous voyez, il m'a tracé directement ce cycle-là. Et celui-ci, je vais le mettre en rouge. D'accord. Ou plutôt, je vais essayer... Oui, allez, je vais le mettre en rouge. Donc on est parti. Donc je vais select... ici, je vais dans... Je sélectionne mon cycle. Voilà, edit, pardon. Donc select... curve, je viens là, je sélectionne mon cycle, d'accord, et je vais lui changer de couleur et d'épaisseur. Donc select curve, donc on est parti là-dessus, et là je vais augmenter un petit peu l'épaisseur, et lui je vais le mettre en, allez, en rouge, ok. Voilà, donc ça c'est mon cycle théorique, on est ok. Donc on va essayer d'aller vérifier quelques grandeurs. Donc du coup, l'évaporation, elle se fait bien à 0, on est d'accord, hein, vous voyez. La surchauffe, elle est bien de 5 degrés. Là, quand je projette sur ma courbe ici, donc j'ai bien mes 5 degrés. Donc en bas à droite, on peut lire aussi les valeurs de température. Hein. Donc là, vous voyez, je suis à 5 degrés. On est sur une compression isentropique, on suit les lignes bleues. Hein. Donc température de refoulement, là, on est à 48 degrés. D'accord. Niveau condensation, donc on est bien à 40 degrés, vous le voyez ici. Sous refroidissement 5 degrés, donc on est bien 5 degrés à l'entrée du détendeur. Donc ça c'est pour notre cycle théorique. Donc je vais juste compléter en lui indiquant donc la puissance frigorifique. Donc là, vous vous rappelez, là il fallait cliquer sur le rouge. Maintenant, à partir du moment où j'ai un cycle, je vais aller sur l'onglet en rouge ici et je mets 10 kW. D'accord, 10 kW. Je fais mise à jour, et donc là il m'a sorti directement, vous voyez, la puissance du compresseur 1,7 kW et le coefficient de performance 5,79.
Et le rendement volumétrique, pour l'instant, je ne change pas, je laisse comme ça. Donc là, j'ai mon premier cycle qui est fait. Allez, donc maintenant, on va tracer pas à pas notre cycle réel. Donc du coup, je rebascule sur cycle ici, en bleu. Donc ça, c'est tout l'intérêt de Coolpack qui permet donc de superposer les cycles les uns sur les autres pour pouvoir les comparer plus facilement. Donc du coup, je clique ici. Et là, cette fois-ci, ce cycle-là, je vais l'appeler réel. D'accord ? Et donc on est parti sur une évaporation de 0, ça c'est bon. Super heat, donc surchauffe, je laisse 5 pour l'instant, on complétera après. Il faut qu'on voit un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure du tracé. Donc condensing 40, subcooling 5. Et donc on va commencer par la perte de charge au niveau du condenseur. D'accord ? Donc là, si je mets une perte de charge au niveau du condenseur de 1 bar, on va voir ce que ça fait. Donc voilà, donc là il m'a tracé le cycle réel en noir et donc bon bien sûr il n'est pas encore complet, mais là déjà dans un premier temps on va augmenter un petit peu l'épaisseur pour y voir un peu plus clair. Donc là on va aller select curve, je fais noir, format, ici, et donc je vais augmenter un petit peu le niveau donc d'épaisseur pour y voir plus clair. Donc du coup on voit ici que la perte de charge de notre condenseur a été prise en compte, puisque là, la pression à la sortie du compresseur est de, vous lisez en bas à droite, pratiquement 10 bars. Et ici, donc à la sortie du condenseur, on est pratiquement à 9 bars. Donc on a bien nos 1 bar de perte de charge. Et vous voyez, cela se traduit par, en fin de compte, normalement sur un cycle théorique, on est sur une isobar, et là on a une légère pente qui correspond donc à la perte de pression dans le condenseur. Et donc du coup on continue un petit peu à modifier et à apporter des précisions sur notre cycle. Et donc là on va ajouter nos 5 degrés de sous-refroidissement dans la ligne liquide. Donc du coup je repars sur mon cycle, je fais Edit, je vais sur cycle réel, je fais OK, donc là il a retenu un petit peu toutes les valeurs qu'on a déjà rentrées, on a bien nos 1 bar de perte de charge dans le condenseur, et là le subcooling, donc ça c'est le subcooling au condenseur, si je rajoute 5, donc 5 plus 5 ça fait 10, pour prendre en compte donc le sous-refroidissement de la ligne liquide, j'ai tout simplement appuyé maintenant sur Draw, et donc on voit ici que le logiciel m'a automatiquement rajouté les 5 degrés de sous-refroidissement de la ligne liquide. Donc on continue, je reclique encore sur cycle, je vais sur Edit, réel, OK, et donc là je vais ajouter une perte de charge sur la ligne liquide. Vous vous rappelez la valeur de la perte de charge? Donc on verra pas grand chose je pense, parce que là sur la zone HP l'échelle est quand même très petite, mais on la met quand même, hein. Donc 0,5 bar en perte de charge de la ligne liquide, je fais Draw. Et donc là, vous voyez que on n'y va pas grand chose, mais parce que tout simplement parce que l'échelle, vous voyez ici, c'est une échelle logarithmique. Et c'est vrai que si, dans la zone vapeur, dans la zone basse pression, on le verra assez facilement, mais là, sur la zone HP, on a du mal à le voir. D'accord? Donc on continue. Ça ne nous empêche pas de continuer à tracer notre cycle. Et donc du coup, on revient pour informer le logiciel donc d'une nouvelle caractéristique. On est parti. Et donc là, on est sur notre cycle réel. Donc la partie HP, on l'a faite. Maintenant, on va aller plutôt sur la partie BP. Et donc le super heat à l'évaporateur est de 5. Par contre, il manquait la surchauffe à l'aspiration. Donc ici, là, il nous manque encore 5 degrés d'aspiration en termes de surchauffe. Donc là, je fais 5 plus 5, ça fait 10. Et je fais Draw. Et on voit que en noir, donc mon cycle réel s'est décalé. Et donc j'ai bien ma température d'aspiration de compresseur qui est à 10 degrés. D'accord? Donc on continue. Je fais Edit. Je vais sur mon cycle réel. Et donc là, on est sur la perte de charge maintenant de l'évaporateur. Donc du coup, vous vous rappelez, perte de charge de l'évaporateur, combien? Moi je me rappelle, c'était 1 bar, comme pour le condenseur. Donc là, je mets 1 bar, je fais Draw, et voici ce que ça donne, donc une perte de charge au niveau de notre évaporateur. Donc du coup, la température d'évaporation est côté courbe de saturation vapeur, et on voit que donc la delta P créée par le détendeur est plus faible, puisque l'évaporateur en lui-même a créé 1 bar de pression, de perte de pression. D'accord? Alors,
On le verra sûrement dans la sélection du détendeur, mais pour pouvoir sélectionner un détendeur, il y a la delta P qui intervient, donc c'est la différence entre la HP et la BP. Et pour être plus précis, la delta P c'est égal à HP moins BP moins les pertes de charge. Donc du coup, la perte de charge créée par la détente donc prend en compte également la perte de charge de notre évaporateur. Donc c'est pour ça que notre delta P détendeur net, on va dire, est plus petite que sur un cycle théorique. D'accord? Donc du coup, je continue. Donc là, on a bien avancé. Donc on va aller sur cycle, edit, réel, OK. Et donc là, il nous restait donc la perte de charge de la ligne d'aspiration. Donc vous vous rappelez, c'est combien? Moi je m'en rappelle, c'est 0,2. et donc je fais draw. Et boum badaboum, vous voyez que là, de façon assez précise, donc là, on voit la perte de charge créée donc au niveau de la ligne d'aspiration. D'accord? Donc ça, c'est pour la perte de charge de la ligne d'aspiration. Donc soit dit en passant, on voit que le taux de compression pour un cycle théorique est plus faible que pour un cycle réel. D'accord? Donc là, le taux de compression a augmenté. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut limiter les pertes de charge à l'aspiration du compresseur. Donc si le taux de compression augmente, le rendement volumétrique, si vous avez bien suivi, diminue et donc la puissance consommée par notre compresseur augmente. Donc du coup, je continue encore. Il nous reste encore les pertes de charge au refoulement. Perte de charge au refoulement, discharge line. Donc là, je vais sur Edit, je reviens sur cycle réel, OK. Et donc là, je mets mes 0,2 bar aussi. Et donc, je fais Draw. Il me restera le rendement isentropique à mettre après. Et donc là, on voit qu'on est sur une compression isentropique. Hein, la compression suit les lignes bleues. Et là, si je zoome, on voit que la perte de charge de la ligne de refoulement a provoqué donc une pression de sortie du compresseur plus élevée. Tout simplement, puisque ici on a des frottements, donc on a une sorte d'obstacle supplémentaire qui vient un petit peu troubler la compression du fluide, et donc du coup le compresseur est obligé de comprimer légèrement plus de notre fluide pour pouvoir justement le refouler au niveau de notre ligne de refoulement. D'accord? Donc on continue. Il nous reste encore le rendement isentropique et on aura fini notre cycle réel. Donc là je reviens sur cycle, edit, réel, OK. Et donc là il nous restait uniquement le rendement isentropique. Donc là on est parti sur donc 0, vous vous rappelez le rendement isentropique, on était sur combien? 0,7. Et donc là vous voyez en appliquant un rendement isentropique, la compression n'est plus une compression réelle, et vous voyez que on a une température de refoulement qui est largement supérieure, puisque là on est maintenant à pratiquement 66 au lieu de nos 48. Voilà. Donc maintenant il nous reste plus qu'à aller récupérer nos grandeurs caractéristiques. Donc voilà, là on a tracé un cycle réel. Hein. Donc vous voyez, ça ressemble un petit peu à l'icône qui est ici. Hein. D'accord? Et donc là on va aller récupérer nos grandeurs caractéristiques, hein, débit massique, les coefficients de performance, puissance du compresseur. Donc là ici je clique sur le cycle rouge. Et donc là je vais mettre 10 kW. Je fais mise à jour. Et donc là sur le théorique, ici, donc là on est sur une puissance consommée par le compresseur de 1,7 et un coefficient de performance de 5,79. Et pour le réel, donc là je vais mettre 10 kW en puissance frigorifique,
mise à jour. Et donc là, vous voyez que pour le réel, je consomme pratiquement 1 kW de plus, puisqu'on est passé à 2,45 kW. Et on est descendu en coefficient de performance, c'est logique. On est descendu à 4 au lieu de 5. Voilà. Donc je peux ajouter aussi là le rendement volumétrique. Donc là, on est sur du 86. Update, mais ça va pas trop changer, il n'y a pas de souci. Et au niveau du débit massique, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le débit massique? Donc là, sur le cycle réel, on est à 0,058 kg par seconde, et sur le théorique, on est on a un débit plus important, 0,065. Voilà. Donc voilà, on a tracé nos deux cycles, le cycle théorique et le cycle réel, et je reviens sur mon slide pour la conclusion. Allez, je reviens sur mon slide et je fais une petite conclusion sur la vidéo qui est un peu longue. Déjà, dans un premier temps, l'outil Coolpack, vous avez vu, c'est un outil quand même qui est très intéressant. Même s'il est en anglais et même si la bibliothèque de fluide est un peu légère. Donc vous voyez que sur des fluides un peu bateaux, donc c'est un logiciel que moi j'utilise directement. Donc du coup, en rouge, on a le cycle théorique, avec les grandeurs caractéristiques ici en bas, et en noir on a les caractéristiques de notre cycle réel. Donc sur le cycle réel, donc la différence c'était surtout portée sur les paires de charge, donc vous voyez que on voit de façon très distincte la paire de charge du condenseur, de l'évaporateur, de la ligne d'aspiration et de la ligne de refoulement, mais également aussi de la ligne liquide. Et donc en termes de caractéristiques, ça se traduit par une puissance plus élevé consommé au niveau du compresseur du circuit réel. On voit que ici on est à 2,45 en réel et 1,72 en théorique. Donc ce qui se traduit donc par un coefficient de performance moins intéressant pour le cycle réel. Donc ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ces explications vous ont été profitables. N'hésitez pas à poser des questions, à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous, ciao.